les prix qui sont les plus mis en avant par une logique de prix bas, de promotion, de publicité, de mise en rayon, sont les produits les moins intéressants d'un point de vue Nutri-Score, d'un point de vue de notre santé, d'un point de vue de notre environnement. Et donc, c'est d'abord ça que l'on dénonce, hein. C'est pas dire le prix bas, c'est mal. Chercher à faire baisser le prix et la négociation, quand elle est équilibrée, pas de souci. Il y a un vrai rôle à la négociation, hein, qui est de trouver en gros la marge juste pour chacune dans le système. Par contre, aujourd'hui, nous, ce que l'on critique, c'est à quel point la recherche du prix bas est avant tout mise en avant sur les produits qui sont les moins intéressants pour l'ensemble de la population, que cette recherche de prix bas, elle entraîne des marges très faibles, voire des ventes à perte parfois, hein, pour la grande distribution. Quand on vend, aujourd'hui, ces seuils de revente à perte, plus 10%, le minimum légal pour revendre un produit. Mais seuil de revente à perte, plus 10%, un magasin perd de l'argent. Avec 10% de marge, il ne peut pas financer les coûts de l'entretien du bâtiment, des salariés, ainsi de suite. Bonjour et bienvenue sur les Digital Doers. Depuis 2019, je prends le temps de rencontrer celles et ceux qui façonnent et transforment le commerce en France, des dirigeants de marques, d'enseignes, de plateformes, de DNVB ou de solutions qui vivent de l'intérieur les grandes mutations du commerce. Ici, pas d'interview formatée, j'aime les conversations longues, franches et analytiques, celles qui permettent de prendre de la hauteur, de comprendre les choix stratégiques, les contraintes, les arbitrages et les convictions, que ce soit en mode one-to-one ou dans des formats thématiques. Nous parlons de distribution, de marché, de proposition de valeur, d'évolution des comportements d'achat, mais aussi de technologie et de solutions. Chaque semaine, je vous propose un nouvel épisode. Pour en être notifié, vous pouvez vous abonner à la plateforme d'écoute de votre choix. Enfin, pour suivre l'actualité du podcast et de notre écosystème, vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, ainsi que sur mon groupe WhatsApp et bien évidemment sur lesdigitaldoers.com. Tous les liens sont en description de cet épisode. Bonne écoute, toujours sans coupure. Dans la grande distribution, le prix reste un repère majeur. C'est souvent par lui que commence l'arbitrage. Pour le consommateur, cette sensibilité au prix pèse dans le choix d'une enseigne, dans la comparaison entre deux produits et dans la perception même de la valeur. En France, cette bataille autour du prix s'est installée depuis longtemps comme l'un des marqueurs du commerce alimentaire. Elle répond à une attente forte des consommateurs dans un contexte où le pouvoir d'achat reste une préoccupation centrale. Mais cette recherche permanente du prix bas produit aussi des effets sur le reste de la chaîne. Depuis des années, cette pression se retrouve à tous les niveaux de la chaîne alimentaire, dans les négociations commerciales, dans les rémunérations des producteurs, mais aussi dans la manière dont les produits sont pensés, fabriqués et mis sur le marché. Et ces dernières semaines, Inside Track, un collectif composé anonymement de cadres issus des coopératives agricoles, de l'industrie agroalimentaire et de la distribution, a remis ce sujet au centre du débat avec un rapport consacré aux effets de cette course au prix bas. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Dalmet, agronome et porte-parole de cette initiative Inside Track. Avec lui, on va revenir sur ce diagnostic, sur la place prise par le prix dans le modèle de la grande distribution et sur les réponses qu'il propose pour faire évoluer le système. Mais avant de commencer, Mathieu, peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour, moi je suis agronome de formation. J'ai un parcours dans la défense des droits des paysannes et des paysans, dans l'accompagnement de la transition agroécologique de notre système de production et la défense du droit à l'alimentation, ce qui m'a amené à proposer ce projet de sécurité sociale de l'alimentation et à construire un spectacle de vulgarisation autour de tous ces enjeux. Mobilier, tu vas beaucoup trop vite. Et on va prendre du temps. Tu as une formation d'ingénieur agronome. On va commencer par le commencement. J'ai une formation d'ingénieur agronome au sein de Montpellier Supagro, aujourd'hui l'Institut Agro. J'ai refusé le diplôme d'ingénieur de cette organisation, à la fois pour dire que j'étais très insatisfait de la place de la transition écologique et sociale dans cette formation, et
de la privatisation du diplôme dont j'étais témoin. Moi, j'ai fait l'intégralité de ma carrière scolaire dans le public et j'étais obligé de passer un diplôme privé. C'est des choses qui sont arrivées pendant que j'étais en école pour pouvoir être ingénieur et donc j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de travailler pour l'intérêt collectif et donc c'est ce que j'ai fait par la suite. Attends, que je comprenne bien, philosophiquement, ce qui t'a dérangé, c'est que pendant ton cursus universitaire, il y a eu un changement qui s'est opéré et le diplôme est devenu privé. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, ou je l'ai mal compris? Pendant mon cursus universitaire, ça reste un diplôme public, mais pour l'obtenir, on est obligé d'avoir un certificat privé. Quand je suis rentré en école, l'école pouvait nous délivrer le diplôme à la fin. Pendant mon cursus, la commission des titres d'ingénieur, qui est elle qui dit si une école peut délivrer le titre d'ingénieur, a dit non, aujourd'hui, pour avoir le titre d'ingénieur, vous êtes obligé de passer par un certificat privé extérieur que vous passerez à l'extérieur de l'école. D'accord. Donc ça, t'as refusé? Du coup, j'ai préparé un double diplôme en dernière année et j'ai uniquement un master 2 de l'école, de Montpellier Subagro, qui me permet de valider un niveau bac plus 5. Donc j'ai seulement un master 2, c'est déjà pas mal un master 2. Moi, c'est pour ça que ça me sert de diplôme d'ingénieur agronome. Tu as pas refusé ton diplôme d'ingénieur parce que tu en as bien un. J'ai refusé le titre en tout cas. Voilà. Donc tu es bien diplômé, tu es bien ingénieur. Quand tu sors de ton parcours universitaire, ta formation, on l'a compris au travers de ce que tu as commencé à dire, il y a quelque chose qui se passe. Tu as une volonté de t'affirmer dans une coopération, dans une collectivité, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'agis en tant qu'agronome au service du monde agricole qui veut vivre de son métier, avoir des prix corrects et pouvoir être rémunéré pour son travail, et qui veut aussi avoir les outils pour pouvoir prendre en compte tous les enjeux environnementaux et sociaux qu'il y a dans la production agricole, à la fois faire face au changement climatique et en même temps réussir le défi de sortir des pesticides, de tous les produits qui aujourd'hui détruisent notre santé individuelle et collective. Donc j'ai travaillé en accompagnement à l'installation de producteurs pour se lancer dans le métier. J'ai travaillé dans l'accompagnement. Travailler dans l'accompagnement, c'est-à-dire que tu étais indépendant, tu allais aider des agriculteurs ou c'était au travers d'une structure? J'ai travaillé pour des structures agricoles, donc notamment les ADR, Associations pour le développement de l'emploi agricole et rural, qui accompagnent les futurs paysannes et paysans, les futurs agriculteurs dans tous les défis qui se mettent en place quand on cherche à se lancer en agriculture. J'ai accompagné aussi au changement de système pour aller vers de l'agriculture biologique. J'ai accompagné pour la mise en place de tout ce qui va être circuit court de transformation, comment ces agriculteurs-là cherchent à avoir de la valeur ajoutée sur leur ferme et donc parfois à inclure l'activité de distribution eux-mêmes sur leur ferme pour pouvoir s'en sortir. Et j'ai été ensuite 5 ans plus sur les questions des politiques agricoles et alimentaires. Ça, tu l'as fait combien de temps, là, cet accompagnement? J'ai fait 4 ans. 4 ans sur tout le territoire français ou c'était j'ai travaillé dans une zone particulière? Sur différentes zones, à la fois sur l'ex-Languedoc-Roussillon, sur la région Bourgogne. D'accord. T'en retires quoi de ces 4 années? T'as fait quoi? C'est quoi l'asset, comme on dit en anglais, c'est pas très joli, avec lequel tu repars ces 4 années? Qu'est-ce que tu as appris? Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, à la fois la détermination et le courage nécessaires aujourd'hui pour se lancer dans la production agricole et pour le fait de produire avec des systèmes les plus vertueux. Ça reste très difficile notamment parce que les débouchés sont rarement là et qu'il y a pas de la place pour tout le monde en fait, malheureusement. Donc voilà, j'en retire vraiment des très belles rencontres et un courage très fort de toutes celles et ceux qui nous nourrissent aujourd'hui et qui cherchent à nous nourrir correctement. Et un environnement très compliqué, à la fois dans l'accès au foncier, dans l'accès aussi à l'eau, et puis derrière dans le fait de pouvoir vivre correctement de son métier. 4 ans après avoir, tu fais ça 4 ans, tu changes pour faire quoi?
Et je deviens animateur au sein d'un syndicat agricole national, donc là plus pour jouer sur les politiques agricoles et alimentaires au sein de la Confédération paysanne au niveau national. Et je m'occupe de tout ce qui est politique d'agriculture biologique, d'installation à l'agriculture et de circuits courts par rapport à ce que j'avais fait avant. Là, l'idée, c'est de pouvoir travailler sur comment on construit un système qui accompagne tout le monde le mieux possible, non plus dans l'accompagnement individuel, mais dans des réponses plus structurelles pour permettre à l'ensemble des acteurs de changer. Tu fais ça combien de temps? Là, je suis 5 ans au sein de la Confédération paysanne nationale. Là, tu passes dans une dimension qui est beaucoup moins opérationnelle, j'imagine, je peux me tromper? Tout à fait. Ouais, t'es plus dans quoi? Du lobbying? Comment on appelle ça? Je suis dans la construction de mon activité première, c'est d'accompagner les agriculteurs et les agricultrices dans la construction de leurs revendications politiques, de comment ils pensent que leurs envies, et notamment donc faire en sorte qu'on ait une souveraineté alimentaire, des producteurs, des productrices nombreux sur le territoire, capables de vivre de leur métier, comment transformer ces envies en propositions de loi, en modalités techniques vis-à-vis des questions réglementaires, que ce soit sur les normes, sur les lois, sur les aides de la PAC, à modifier, donc la politique agricole commune, à modifier pour rendre possible une sortie des pesticides et une vie correcte pour l'ensemble des paysannes et des paysans. Qu'est-ce que tu apprends de cette nouvelle strate de ton parcours professionnel, qui est donc pas tout à fait identique au premier? Tu ressors avec quoi comme conviction après 5 ans passés là? Il y a beaucoup d'apprentissage. Quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est la qualité des rapports parlementaires. C'est quelque chose que j'ignorais jusque-là. Et d'avoir tutoyé donc les instances de pouvoir, j'ai été très marqué par cet outil républicain qui est la capacité des parlementaires à faire des rapports sur le temps long pour préparer une loi et pour interroger l'ensemble des acteurs et arriver à quelque chose de très transparent sur l'état des lieux avant de prendre une décision. C'est quelque chose qui m'a profondément rassuré sur le fonctionnement de notre République aujourd'hui, dont j'avais absolument pas connaissance. Ça, c'est peut-être pour l'anecdote, pour quelque chose qui me ressort. Et sinon, j'ai été très marqué par la découverte que j'avais complètement ignorée jusque-là de toutes les questions de droit à l'alimentation et de la façon dont, à la fois c'est défini par les Nations Unies et autres, le fait que tout le monde aurait le droit, c'est posé comme un objectif des Nations Unies, avoir une alimentation correcte, et comment aujourd'hui, derrière ces questions des droits du monde agricole à pouvoir vivre correctement de son métier, il y a un lien très fort avec le droit de tout à chacun à pouvoir manger correctement. On a une course au fait de baisser le prix de l'alimentation qui a été posée depuis globalement les politiques de modernisation agricole des années 60, un objectif de libérer du pouvoir d'achat pour autre chose, qui joue de façon simultanée, indissociable, à la fois sur la pression que ça va mettre à l'ensemble de la chaîne de production alimentaire, que ce soit la transformation, la distribution et la production, et de l'autre côté, des consommateurs, des consommatrices qui subissent de plus en plus, derrière cette course au prix bas, les conséquences des coûts cachés sur leur santé, et donc la nécessité de relier à la fois et de ne pas dissocier la recherche de bonnes conditions de travail pour le monde agricole de la revendication de manger tous et toutes correctement. Ouais, alors là, tu es en train de faire le lien avec une sidetrack, mais justement, comment tu y arrives chez une sidetrack? Et donc moi, j'ai quitté la Confédération paysanne pour insister sur ce lien entre les deux, sans même penser à une sidetrack, et faire un spectacle pour expliquer tout ça. Expliquer comment on peut relier les deux, et cette idée de sécurité sociale de l'alimentation sur laquelle j'ai travaillé à côté dans une organisation entre agronomes qui s'appelle Ingénieurs sans frontières, agriculture et souveraineté alimentaire. C'est mon activité bénévole pour développer ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, pour illustrer comment on C'est pourrait... quoi un projet de sécurité sociale de l'alimentation? C'est vraiment l'idée de dire, on rend une alimentation de qualité accessible à toutes et tous. De la même façon qu'on a une carte vitale pour
avoir accès aux médecins ou aux médicaments, on a, avec sa carte vitale, accès aux produits qui nous assurent une base d'alimentation correcte de qualité. Et tout le monde, toutes celles et ceux qui produisent cette alimentation sont rémunérés correctement pour le faire et personne n'est contraint dans son alimentation d'aller vers des produits mauvais pour sa santé. Ok. C'est pour moi, c'est la conviction profonde de ce que je disais tout à l'heure de mes enseignements du passage auprès des ministères et de l'Assemblée, qu'aujourd'hui, le frein principal à la transition agroécologique, c'est l'absence de débouchés rémunérateurs. On a plein d'acteurs qui veulent faire des choses autrement, mais qui n'ont pas la capacité d'avoir une rémunération de leurs pratiques quand ils le mettent en place. Et l'idée de sécurité sociale de l'alimentation, c'est de construire ce marché-là. C'est-à-dire, voilà, on va avoir derrière des consommateurs qui seront contraints, en tout cas, ils ont le choix de pas l'utiliser, mais qui pourront utiliser, qui pourront acheter ces produits. Et donc, on vous garantit que vous aurez la possibilité de vendre, de produire ces produits, de les vendre derrière, tout en étant rémunéré pour les surcoûts qu'implique la prise en compte des enjeux écologiques et sociaux dans la production. Ok. Et donc, tu fais ce spectacle. Et donc, j'ai ce spectacle depuis 6 ou 7 ans, je parcours un petit peu la France et j'accompagne l'avancée du projet de sécurité sociale de l'alimentation qui passe de réflexion sur un coin de table à aujourd'hui des projets de loi et tout un tas d'institutionnalisation. Et c'est avec ce parcours-là que l'ONG Inside Track est venu me proposer d'être porte-parole, donc de ce collectif de cadres dirigeants de l'ensemble de la chaîne alimentaire qui souhaite décrire ce qui se passe à l'intérieur, décrire un peu l'éléphant qui est au milieu du couloir, dont personne ne parle. Alors, Mais attends, on va y arriver, on va y arriver. Moi, je voudrais, avant ça, que tu nous parles de cette ONG, Inside Track, d'où elle vient, comment elle est née, qui la anime, quels sont ses objectifs. Alors, j'avais aucune réponse à ces questions il y a encore 2 mois, puisque je l'ai découverte quand ils sont venus me proposer de travailler pour eux. C'est une ONG qui est très récente. Elle s'est lancée en 2025, d'abord au Royaume-Uni. L'ambition, c'est de travailler à l'échelle européenne et donc ils ont commencé pour différentes raisons 4 différentes études au Royaume-Uni. En fait, c'est l'objectif porté par les personnes qui travaillent dans cette ONG, aussi la fondation principale qui la finance, d'accélérer. Tu répètes, les gens qui l'ont fondé, c'est quel profil? Ce sont des gens qui sont engagés sur les questions sociales, qui ont travaillé dans l'humanitaire, des choses comme ça, proches de ces enjeux-là et qui voulaient accélérer la transition écologique et sociale et qui se sont dit le profil des lanceurs d'alerte existe, on a aussi énormément d'ONG, de chercheurs qui font des rapports, mais on n'a pas la parole de celles et ceux qui sont encore dans l'industrie aujourd'hui. Les lanceurs d'alerte généralement donc sortent et dévoilent des choses sur une entreprise ou un fonctionnement, et donc libérer et donner la parole des professionnels qui sont dans le secteur, qui souhaitent y rester parce qu'ils sont engagés. C'est pas l'envie de dénoncer qui nous intéresse. L'envie, c'est de pouvoir montrer les choses telles qu'elles sont pour les faire avancer collectivement. Donc voilà, ce sont des gens qui se sont dit que cette méthodologie-là, de proposer une prise de parole collective, c'est important. L'idée, c'est vraiment de montrer comment c'est systémique, comment ça fonctionne globalement de partout pareil, malgré les efforts qui peuvent être faits à droite à gauche, parce qu'il y a des effets de structure qui dépassent l'ensemble des acteurs individuels pour pouvoir les mettre au débat et les faire travailler. Donc c'est vraiment l'idée de cette ONG, c'est construite sur la méthodologie, et ce qui est très intéressant aussi, c'est que derrière les rapports qui sont produits sont laissés complètement libres à ce collectif de personnes qui sont à l'intérieur. Il n'y a pas de filtre posé par l'organisation. Ils ont développé ça sur 4 différents secteurs donc au Royaume-Uni, et il y a eu l'idée ensuite de continuer avec la France, et donc là ils ont monté une équipe opérationnelle. Donc, les 4 secteurs sur lesquels ils interviennent au Royaume-Uni, c'est lesquels? Alors c'est aussi l'agroalimentaire, tout ce qui est big tech, tout ce qui est assurance, réassurance, et tout ce qui est secteur de la publicité. Pour qu'on comprenne, Inside Track, c'est une grosse ONG, c'est financé, tu as commencé à évoquer le financement, c'est financé comment? C'est financé
Principalement par une fondation, c'est uniquement de l'argent philanthropique. Il n'y a pas du tout d'intérêt directement d'entreprises privées ou d'État. En France, on est sur une équipe opérationnelle de 3 personnes. Donc moi, donc c'est pas la mission principale, et 2 personnes dont c'était des missions importantes qui eux ont construit le rapport, ont fait des entretiens avec tous les On va parler insiders du et ainsi de rapport. suite. Donc en fait, l'idée, c'est que InsideTrack, qui est né au UK, arrive en France et si je comprends bien, et arrête-moi si je me trompe, décide d'arriver en France en abordant la catégorie ou le sujet de l'agroalimentaire, de la nourriture, de l'alimentation, comme ils l'ont déjà fait peut-être au UK, et en arrivant en France pour pouvoir, comment dire, s'implanter, je sais pas si c'est le bon mot, exister, ils ont choisi la méthodologie d'un rapport pour dénoncer une pratique dans la distribution alimentaire. Est-ce que c'est ça euh, la définition qu'on peut donner à l'action, au début de l'action d'Inside Track en France? Il y a aucune intention, tout est à peu près juste, sauf la partie dénoncer les pratiques de la grande distribution. Il y avait aucune intention autre de la part de l'organisation que de permettre à des professionnels de l'ensemble de la chaîne alimentaire de dire qu'est-ce qui pour vous devrait changer de façon prioritaire aujourd'hui si on veut améliorer la qualité de notre alimentation pour tous et toutes. Et ce sont les professionnels de l'ensemble du secteur qui ont été interrogés un par un sur globalement, quand vous rentrez chez vous, qu'est-ce qui vous empêche de dormir par rapport aux questions écologiques et sociaux, qui ont répondu à ces questions. Ça a été compilé. Et ensuite, donc, l'équipe opérationnelle de 2 personnes qui a travaillé là-dessus pour construire ce rapport. Parce que pour dire, on va interroger les gens de la chaîne alimentaire, c'est 15 personnes, c'est ça? Voilà. C'est 15 insiders, je crois que c'est le terme que tu utilises, c'est-à-dire des personnes qui sont qui sont opérationnelles dans une coopérative, dans un industriel agroalimentaire ou dans la grande distribution qui désirent contribuer à l'objectif d'Inside Track et donc vont de façon anonyme exprimer leur ressenti à leur niveau, à leur échelon sur le fonctionnement. Est-ce que c'est ça? Oui, tout à fait. C'est des gens qui ont été recrutés de façon bénévole, ils sont pas payés pour ça, qui risquent leur travail si jamais on sait qu'ils participent à ça. Et donc, l'ONG a recruté d'abord 2 personnes opérationnelles qui, elles, sont sorties du secteur en leur demandant, et qui restent anonymes également, parce que derrière, pour recruter les 15 personnes, elles ont utilisé notamment leur réseau. Et ça pourrait mettre en danger les personnes qui sont aujourd'hui insiders que de dévoiler l'équipe opérationnelle. C'est pour ça que moi, j'arrive ensuite pour être porte-parole de l'ensemble de ce travail. Et donc ces personnes, il y avait pas de volonté de pointer un acteur ou autre. Il y a eu une liste de constats qui a été posée. Donc ces 2 personnes-là, elles ont été recrutées par Inside Track et elles ont utilisé en demandant, l'ONG en tant que telle leur a dit voilà l'objectif. Est-ce que vous pouvez aller recruter parmi vos réseaux des personnes à qui on va proposer d'être insiders au sein d'un collectif? C'est ça qui a été demandé. Tout à fait. Et l'idée est de structurer la collecte d'informations à l'intérieur d'un rapport qu'on va utiliser, lui, et pour le rendre public. À l'intérieur même de plusieurs rapports. L'idée de la dynamique qui a été lancée, c'était de sortir un rapport qui est sorti là le 2 juin, mais d'en préparer un autre dans 6 mois et certainement un autre encore dans 1 an. Oui, il y a un mouvement qui s'inscrit dans, c'est pas one shot, un rapport pour exprimer quelque chose, c'est une volonté de régulièrement alimenter le débat, la réflexion autour des enjeux. Là, on parle de l'agroalimentaire, de l'alimentation, pour faire avancer les choses. C'est ça? Tout à fait, pour dire, voilà, en tant que professionnel, nous, ce qu'on voit et où est-ce qu'il faut appuyer et faire avancer des choses. Et alors, la question qui me vient, pourquoi viser d'abord la distribution alimentaire pour se lancer ici? Alors,
Donc, comme je disais, l'ensemble des insiders a été interrogé. Ils ont tous donné un petit peu les choses qui les marquent le plus sur les freins aujourd'hui à l'amélioration de la qualité de notre alimentation. Et derrière, les personnes qui ont compilé ce rapport sont revenues vers eux en disant voilà tout ce qu'on a trouvé. Maintenant, quel angle vous avez envie de prendre pour qu'on commence pour le premier rapport? Et là, de façon unanime, tout le monde a dit, c'est d'abord la question de la course au prix le plus bas de la grande distribution et la question des marges différenciées qui est la principale dans la façon dont elle nous empêche de faire mieux, voire elle détruit notre capacité de production. Pourquoi on va être obligé de rentrer dans le fond du rapport pour expliquer On va tout y ça. arriver. On va y arriver. Est-ce qu'avant d'arriver sur le rapport, tu peux nous briefer un peu sur l'environnement réglementaire qui existe dans la distribution alimentaire, dans l'industrie agroalimentaire au sens large? C'est quelque chose qui est assez normé et réglementé. Juste pour avoir des éléments de contexte, sans rentrer dans le détail. Mais qu'est-ce qui existe? Oui, mais même sur les fermes, hein, aujourd'hui, on a énormément de normes qui existent, notamment pour des questions de sécurité sanitaire. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on peut dire que globalement, on est plutôt bon. Après, on a aussi des normes commerciales, c'est-à-dire que ça fait de nombreuses années que il y a un rapport de négociation qui n'est pas égalitaire globalement entre les acteurs de la grande distribution et leurs fournisseurs, que ce soit le monde agricole ou l'agroalimentaire, avec énormément de producteurs agricoles alimentaires, énormément de consommateurs de l'autre côté, et puis au milieu, très peu d'acteurs de la grande distribution, ce qui fait un peu entonnoir, et qu'il y a une sorte de négociation avec un déséquilibre, et on a de nombreuses lois. Voilà, c'est quasiment une loi par an sur les 25 dernières années, hein, et dont les dernières, les différentes lois Egalim, pour essayer de renforcer la justesse des négociations. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en France, on est dans un système unique au monde hein, pour les négociations, c'est-à-dire qu'il y a un temps, il y a une fin, il y a une date de fin dans la négociation. Et en ça contraint l'ensemble des acteurs à arriver à un accord. Oui, et ça, ce sont des résultats qui ont été mis en place suite à différents problèmes. On essaye en permanence de légiférer par rapport à des problèmes qui remontent du terrain. Il y avait une pression constante à baisser le prix tout au long de l'année. Donc, à un moment donné, le législateur, pour écouter les professionnels, les producteurs voilà, agricoles alimentaires, ont restreint ce temps de négociation et interdit les négociations en dehors de cette période-là. Même si ça se fait aujourd'hui encore et il y a des amendes qui tombent par rapport à ça. Donc voilà, on est dans un environnement qui est complexe. Tu l'as très bien exprimé avec cette espèce de d'entonnoir ou ces masses, plus exactement, entre les consommateurs d'un côté, les producteurs au sens industrie agroalimentaire ou producteurs de Agricole. matières premières comme les fruits et légumes par exemple, donc et puis les distributeurs au milieu. Et on est dans un pays où il y a relativement beaucoup de distributeurs par rapport à d'autres pays. C'est la grande distribution étant un modèle d'origine française. Voilà pour un peu l'image globale, le contexte. Merci Mathieu de nous l'avoir posé. On voit qui tu es, d'où tu viens, les ambitions d'Inside Track, qui est Inside Track. On va aller beaucoup plus loin, alors, parce que c'est bien beau d'avoir dit tout ça. Il y a, on l'a dit en introduction, il y a un constat sur les prix bas et l'influence des prix bas, ou de tirer les prix vers le bas, sur la qualité alimentaire. Bref, il y a un rapport qui existe. On a compris comment il avait été rédigé, comment la donnée a été obtenue, c'est-à-dire grâce aux insiders. Ce rapport, aujourd'hui, que raconte-t-il de plus que ce que je viens de dire, qui est quelque part le titre et le sous-titre de ce rapport? Mais ce qu'il raconte déjà, de plus en tout cas, que tout ce qui a été dit, c'est que aujourd'hui, le prix bas ne
ne supprime pas le coût. Il y a un coût à la production et que cette recherche du prix bas va avant tout déplacer les coûts. Déplacer les coûts sur la santé des consommateurs et des consommatrices, sur l'environnement, sur les pertes d'emploi. Hein. Et donc aujourd'hui, le prix que l'on paye, souvent bas, ne reflète pas l'ensemble de ce que ça nous coûte de payer de cette façon-là. On a différents rapports qui nous montrent, pour donner un seul exemple, hein, que ça coûterait moins cher à l'ensemble de la société de payer les produits agricoles au coût que ça coûte de sortir des pesticides plutôt que de dépolluer l'eau. Voilà. Parce que, pardon de te couper, une notion importante, quand tu exprimes le mot coût, c'est pas uniquement ce que ça coûte d'un point de vue économique, c'est-à-dire acheter une barquette de produits transformés ou acheter un produit transformé en grande distribution à bas coût, c'est pas uniquement, quand tu parles de coût, le coût économique de fabrication. Évidemment, c'est pas vendu à perte. Non, c'est pas vendu à perte. Moi, quand je parle de coût, c'est d'inclure dans voilà, par exemple, hein, le coût de courgettes qui vont être vendues, qui ont été produites avec l'utilisation de pesticides, à inclure relativement à la place que ça prend le coût de dépollution de l'eau derrière pour enlever les pesticides des rivières, des nappes phréatiques, pour pouvoir rendre l'eau potable derrière aux habitants, aux habitantes. Voilà. Sur ce point-là en particulier, on a plusieurs rapports qui montrent qu'aujourd'hui, il serait moins cher Pour la société. Pour la société. Mais c'est le coût qu'on paye individuellement par ses impôts, par ses cotisations sociales et ainsi de suite. Pas dans pas la caisse du supermarché. Pas à la caisse du supermarché. Voilà. Donc la première chose qu'on dit, c'est que ce prix bas, aujourd'hui, il ne reflète pas les coûts et surtout il ne les supprime pas, il les déplace. Il les déplace ailleurs, mais au final, c'est un système qui potentiellement nous coûte plus cher que ce que ça nous coûte effectivement. Alors moi j'ai une question à te poser là-dessus et je comprends et je trouve intelligent de vouloir rapporter l'ensemble des coûts indirects pour pouvoir comprendre ce que représente économiquement l'achat d'un produit ou d'un autre en grande surface, en magasin. Si on produit des courgettes, pour reprendre ton exemple, avec des pesticides, c'est aussi parce que on a besoin de nourrir beaucoup de monde. Est-ce que on arriverait à des rendements identiques avec des produits à l'absence de pesticides? Alors là, on rentre sur des questions purement agronomiques et je vais utiliser deux rapports. Le scénario TIFA, 10 Years for Agroecology, et le scénario After 2050 de Solagro, qui sont des scénarios prospectifs sur à quel point on peut se nourrir sans pesticides. Voilà. Aujourd'hui, globalement, la Ferme France, c'est 28 millions d'hectares. On mange 27 millions d'hectares. En fait, on mange 14 millions d'hectares qu'on produit en France et 13 millions d'hectares qu'on importe. On produit la moitié de ce qu'on mange aujourd'hui en France, globalement, et on en exporte 14 millions d'hectares qu'on ne mange pas. Si on passait tout sans pesticides, les scénarios montrent qu'on est capable, avec 28 millions d'hectares, de se nourrir, à condition de modifier un petit peu son assiette et notamment d'ajouter un peu plus de protéines végétales et d'enlever un peu de protéines animales. Mais la question n'est pas forcément la plus pertinente parce que d'autres pays comme la Belgique ou les Pays-Bas sont incapables de se nourrir au regard de leur territoire qui est beaucoup plus urbanisé que les nôtres. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire chez eux non plus. C'est la question, elle se pose à l'échelle mondiale. Et à l'échelle mondiale, on sait qu'on a largement la capacité de se nourrir sans pesticides. On est capable aujourd'hui, sans pesticides, de nourrir 8 milliards d'habitants. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on produit pour nourrir 12 à 13 milliards d'habitants. Et les modes de production les plus agroécologiques, qui, il faut pas du tout le cacher, hein, produisent un aliment qui sera plus cher. À un moment donné, il y a plein de questions d'accès à penser. Dans certains pays, diminuent un peu la quantité et
avec les aléas climatiques et autres, c'est pas forcément sûr que ça diminue tant que ça, là, parce que ça augmente aussi la robustesse des systèmes. Par contre, à plein d'égards aujourd'hui, notamment en Afrique, ça augmenterait la production. Donc, on n'aurait pas de baisse sur la capacité où on nourrit aujourd'hui 12 à 13 milliards d'habitants. On n'est pas là pour parler de ces sujets, mais ils sont quand même connexes. Donc c'est pour ça que je me permettais de te poser la question. Revenons sur le mécanisme qui est observé et décrit dans le rapport sur les prix bas, la stratégie de prix bas. Oui. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a trois principales conséquences de ce prix bas. Ce sont des choses que l'on observe. Voilà, on n'est pas là pour dénoncer, simplement on fait un constat et on le pose. Le premier constat, c'est que ces prix bas ruinent les marges des acteurs de la production agricole et de l'agroalimentaire. Je le disais tout à l'heure, sur mon passage à la Confédération paysanne, le principal frein à la transition agroécologique pour le monde agricole, c'est le fait de pouvoir être rémunéré correctement de ce travail. C'est le fait d'avoir des débouchés qui rémunèrent le surcoût qu'engendre le fait de se passer de ces produits à l'échelle de la ferme, même si pour la société, c'est peut-être pas un surcoût. Et donc, ces prix bas et cette recherche du prix bas empêche toute transition agroécologique, toute amélioration de la qualité, tout investissement, la capacité d'investissement de ces structures pour améliorer leur production. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que on se rend compte que parfois, là plus pour les industriels, on va avoir une détérioration des produits pour répondre au prix bas. C'est-à-dire qu'on a des produits qui sont imposés, la grande distribution demande de baisser les prix, et donc la seule solution pour la transformation. Le consommateur demande de baisser les prix, on peut le dire comme ça aussi. On en discutera après. Et je finis là-dessus. La seule solution pour l'industriel, ça va être de détériorer la qualité du produit. Ça va être par exemple, on remplace la noisette par de l'huile de tournesol, quelque chose qui va être beaucoup moins nutritif. On va créer de la calorie vide. Ou là, il fait chaud en ce moment, les glaces, on va mettre plus d'air. Voilà. J'ai découvert que on pouvait envoyer de l'air dans les sorbets. Oui, de l'eau dans le poulet. C'est dingue. C'est de ça dont tu parles. Tout à fait. On rajoute des algues et de l'eau dans le jambon, dans le poulet. On va avoir des pestos, on va retrouver le basilic qui va être remplacé par de l'épinard ou de la pomme de terre pour des produits moins coûteux, et ainsi de suite. Donc voilà, on va dégrader les produits et donc, in fine, produire d'autant plus de la calorie vide, c'est-à-dire des calories qui ne sont pas compensées par des nutriments et ce qui engendre tout un tas de problèmes de santé. Et puis la troisième conséquence de cette course au prix bas, c'est directement la fermeture des structures et le recours à l'importation qui ne fait qu'augmenter. La fermeture des structures. La fermeture des fermes, dont on a constamment un nombre de fermes qui diminue, en contrepartie des fermes qui s'agrandissent certes, mais plus le nombre de fermes diminue, plus notre capacité de production agricole diminue. Notre capacité de production agricole diminue. Oui, très clairement. On a tu parlais de 28 millions d'hectares, je ne sais plus quelle était l'unité de compte. 28 millions d'hectares, on est encore dans ces eaux-là, mais c'est quelque chose qui diminue de par le fait que on artificialise des terres chaque année. Ah, je croyais qu'il y a une loi qui interdisait ça. Et le zéro artificialisation nette permet éventuellement de compenser, mais pas forcément en France. Donc non. On peut artificialiser le sol en France à condition de le compenser ailleurs. Il y a des choses qui se mettent de ce type-là, il y a des contournements et aujourd'hui clairement on continue de perdre des terres agricoles. Ok. Mais moins malgré tout qu'avant, ça a quand même diminué ou c'est resté sur une croissance de perte de territoire agricole. On ne sait pas trop. Ouais, là j'ai pas la réponse à cette question. Mais ok. Et donc à la fois on perd des terres et à la fois plus la ferme est grande et moins elle est productive. Voilà, ça c'est des données très très simples pour plein de raisons. Ça c'est un peu compliqué si je rentre dedans, mais je peux. Pourquoi c'est contre-intuitif ce que tu dis. Parce qu'on pourrait se dire que plus une ferme est grande, plus on peut rationaliser l'outil de production et donc la rendre plus productive. En fait, plus la ferme est petite et plus on a besoin de tirer un revenu avec peu d'hectares et donc plus on va chercher à rendre productifs ces hectares pour en vivre. Plus elle est grande et plus il y a une logique de rentier qui se met en place et donc plus on va chercher la façon dont en fait c'est l'euro investi qu'on va chercher à rentabiliser et pas le mètre carré.
Et pour donner simplement un exemple, moi quand j'étais en cours d'agronomie, là ça a un petit peu changé aujourd'hui, on est un peu en dessous, mais le rendement moyen du blé en France était de 70 quintaux hectares. Ah, ça, c'est un bon rendement quand même. Ouais, en conventionnel. Hein. Ouais. Aux États-Unis, il était de 30 quintaux hectares. Et là, c'est vraiment la différence. En France, on avait une agriculture entrepreneuriale où on a des personnes qui cherchent à vivre de la structure qu'elles ont, à utiliser les hectares qu'elles ont pour se sortir un revenu. Et donc, elles vont faire plusieurs passages et ainsi de suite. Aux États-Unis, 30 quintaux hectares parce qu'on a une agriculture beaucoup plus capitaliste où l'objectif, c'est de se tirer un revenu par rapport à un euro investi. Et en fait, c'est plus intéressant d'un point de vue capitalistique de produire à 30 quintaux hectares qu'à 70 quintaux hectares. Parce qu'à 30 quintaux hectares, vous avez qu'un passage à faire. Enfin, deux, pardon, faut semer et puis il faut récolter. Alors que pour faire du 70 quintaux hectares, il y a des passages d'engrais, il y a du désherbage, il y a beaucoup plus d'activités qui font que le rendement à l'euro investi est moins important. Et ça, c'est ce qui explique que plus on augmente la taille des fermes et moins elles deviennent productives à l'hectare. Ok, donc revenons sur... Donc, voilà, je disais, troisième conséquence, on perd de la capacité productive avec un nombre de fermes qui diminue. La grande difficulté de plus en plus pour le monde agricole de vivre des terres qu'ils ont. Et on perd la capacité productive avec des entreprises de l'agroalimentaire qui ferment. C'est Sopiquet à Quimper, c'est Tesser à Crolles, juste à côté de Grenoble, et ainsi de suite. Et c'est plus de 2000 emplois par an depuis quelques années qui sont perdus en France par des entreprises, des PME qui ferment. Et globalement, on voit que c'est compensé par de l'importation. Revenons sur le consommateur, puisqu'il est au centre des préoccupations de tout le monde, et même des vôtres. Mais le consommateur aujourd'hui, il a une sensibilité au prix qui est très forte. Il y a un contexte économique qui est celui que nous vivons tous. Ça a toujours été quelque chose il y a toujours eu en France, en tout cas, une sensibilité au prix forte, mais là, qui est peut-être exacerbée par le contexte économique. Il y a des gens pour qui faire les courses, c'est d'abord aller regarder les prix bas en bas dans le rayon, justement, les premiers prix, faire attention au prix au kilo pour bien maximiser une forme de rentabilité dans les courses et à obtenir le maximum avec un minimum d'euros. Et ça, c'est une réalité qui est rencontrée par un certain nombre de Français et pas forcément toujours les mêmes. Oui, évidemment, celui qui vit avec un SMIC ou une famille qui vit avec 2 SMIC et 2 enfants va être plus contraint. Mais quelque part, d'autres aussi qui ont des pouvoirs d'achat un peu plus élevés, qui, à un moment ou à un autre, vont faire attention à leur fin de mois et regarder le prix. Je crois c'est un constat qui peut qu'être partagé, que cette sensibilité au prix est très présente dans la tête des consommateurs, surtout quand il y a une période d'inflation ou d'incertitude économique. Qu'est-ce qu'il cherche le consommateur aujourd'hui? Je vais te laisser répondre. Moi, en tant que consommateur et observateur de cet écosystème au travers des digital doers et des gens que je reçois, il y a un côté un peu schizophrène chez le consommateur. C'est-à-dire à la fois, je veux le prix bas et à la fois, je veux quelque chose de bon pour moi, de sain. Il y a une éducation qui a été faite sur la qualité alimentaire et on voit le succès de toutes les émissions de cuisine qui sont aussi un révélateur de cette sensibilité au goût qui fonctionne. Et en même temps, on a vu le bio baisser ces dernières années, puisqu'il y a eu un arbitrage qui a été fait au détriment de la qualité et en revanche au bénéfice du prix bas. Comment vous interprétez cette partition qui semble être assez factuelle? Tu partages mon constat? Je partage tout à fait qu'aujourd'hui, le prix est l'élément quasiment premier de la plupart des consommateurs dans le choix des produits. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Nous, à Inside Track, ce qui nous importe, c'est de dire, ce qu'on voit de l'intérieur, c'est à quel point
la demande ne fait plus l'offre, mais l'offre fait la demande. Et c'est qu'on voit que on a une corrélation très très forte, donc un lien entre les produits qui vont être mis en avant par la publicité, mis en avant par la place qu'ils ont dans le rayon ou la tête de gondole, mis en avant par les promotions et les ventes en magasin. Et qu'on constate qu'aujourd'hui, cette communication... Mais quand tu dis aujourd'hui, ça a toujours été le cas. Alors, Non, là, j'ai pas de regard historique, mais ce que j'allais dire, c'est vraiment aujourd'hui, les prix qui sont les plus mis en avant par une logique de prix bas, de promotion, de publicité, de mise en rayon, sont les produits les moins intéressants d'un point de vue Nutri-Score, d'un point de vue de notre santé, d'un point de vue de notre environnement. Et donc, c'est d'abord ça que l'on dénonce, c'est pas dire le prix bas, c'est mal. Chercher à faire baisser le prix et la négociation, quand elle est équilibrée, pas de souci, il y a un vrai rôle à la négociation, qui est de trouver en gros la marge juste pour chacune dans le système. Par contre, aujourd'hui, nous, ce que l'on critique, c'est à quel point la recherche du prix bas est avant tout mise en avant sur les produits qui sont les moins intéressants pour l'ensemble de la population, que cette course, que cette recherche de prix bas, elle entraîne des marges très faibles, voire des ventes à perte parfois, pour la grande distribution. Quand on vend, aujourd'hui, c'est seuil de revente à perte plus 10%, le minimum légal pour revendre un produit. Mais seuil de revente à perte plus 10%, un magasin perd de l'argent. Avec 10% de marge, il ne peut pas financer les coûts de l'entretien du bâtiment, des salariés, et ainsi de suite. Et donc, cette logique des prix bas mis en avant va être compensée par des produits beaucoup plus margés. Et là, on arrive sur les produits les plus sains, les produits frais et les produits sous signe de qualité, biologique, label rouge, origine contrôlée, et ainsi de suite. Et donc, c'est avant tout cela qu'on critique dans cette logique des prix bas, c'est que derrière, ça va imposer des marges différenciées qui freinent encore plus l'accès à une alimentation de qualité. Pour illustrer très concrètement ce que tu dis, c'est globalement le Nutella ou le Coca sont des produits ultra transformés sur lesquels il n'y a pas de marge ou quasiment pas, parce que ce sont des produits d'appel, qu'un magasin qui ne propose pas de Nutella ou qui ne propose pas de Coca-Cola, les consommateurs vont pas venir. Donc, et puis c'est comparable d'une enseigne à une autre. Un pot de 750 grammes de Nutella, tout le monde connaît le prix, c'est 5,59 € à peu près, et tu vas aller pouvoir le comparer d'une enseigne à une autre. En revanche, les fruits et légumes, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de pouvoir les comparer. Et c'est là-dessus que on va pouvoir, que le distributeur va pouvoir mettre des marges supplémentaires par rapport à des produits ultra transformés. Mais cette réalité-là, on est d'accord, la grande distribution ne s'en est jamais cachée. Vous dites, elle s'est jamais cachée de faire des marges différenciées. Alors, ça a été quand même très épinglé, par notre rapport et par le rapport du Sénat sur les marges. On a quand même aujourd'hui encore eu une communication de la grande distribution qui a nié et qui continue de nier le fait de mettre en place des marges différenciées. C'est-à-dire qu'elle dit, nous, on marge plus les légumes, mais c'est normal, c'est du frais, on a de la perte. On marge plus les légumes bio parce qu'on a encore plus de pertes, comme ce sont des produits qui sont pas traités après récolte et qui pourrissent plus vite. Nous, on a la capacité de dire, de la part des gens qui sont insiders, oui, c'est vrai, il y a plus de frais, d'argent à dépenser pour vendre ces produits frais, mais c'est sans aucune mesure avec la différence de marge. Et donc, je sais pas ce que vous disiez quand vous disiez que la grande distribution ne s'en cachait pas. J'ai entendu Dominique Schelcher, le président de Coopérative U, le dire comme je le dis. Oui, il y a effectivement sur un acteur de la grande distribution, on fait 1 à 2% de marge au global dans l'année. Et oui, il y a des produits comme le Nutella qui sont des produits d'appel où il y a quasiment pas de marge, et des produits frais où on va faire plus de marge parce qu'on se rattrape.
Mais je l'ai entendu le dire comme ça. Ok, nous on a entendu des formes de négation de ce constat-là. Donc enfin, j'ai pas la vérité, hein, c'est ce que j'ai entendu, j'ai peut-être déformé les choses. Chez InsideTrack, vous revendiquez une donnée qui est issue de l'intérieur, donc elle est peut-être plus fiable que la mienne. Mais la réponse du distributeur aujourd'hui, elle s'explique, elle vous donne pas satisfaction en fait. En fait, la réponse du distributeur, elle justifie des coûts réels différenciés pour les produits les plus sains, c'est une qualité, mais sans aucune mesure avec la différence de marge. Nous, on dit globalement de l'intérieur, on estime qu'on a en moyenne 15% de marge en plus sur les produits bio. Voilà. Par exemple, c'est une donnée qu'on pose, ce qui est nié aujourd'hui de la part de la grande distribution, c'est accepté sur les fruits et légumes parce qu'il y aurait un peu plus de pertes, mais entre deux paquets de gâteaux de marques de distributeurs, l'un étant labellisé bio et l'autre non, on a 15 points de différence qui sont uniquement dus à une logique de faire récupérer la marge sur les produits qu'on peut vendre le plus cher possible, donc labellisés bio, aux produits qu'on va, la marge qu'on n'a pas eue en faisant des Ça produits d'appel. s'explique pas uniquement parce que le produit bio est plus cher à produire. Non, là, je parle vraiment d'une marge. Nous, ce qu'on dit de l'intérieur, c'est qu'il y a une marge supplémentaire, le taux de marge supplémentaire. Tu parles du taux de marge. Oui, le taux de marge de 15% de plus. D'accord. Face à toute cette réalité que vous, pour la synthétiser en quelques mots, vous êtes en train de dire chez InsideTrack, on a des différences de marge qui jouent sur la qualité de l'alimentation des consommateurs. Mmh. Il va y avoir plus de facilité à consommer quelque chose d'ultra transformé avec peu de valeur comment dire, nutritionnelle. En revanche, là où c'est meilleur, c'est bon, ça va être plus facile, plus difficile d'accès. Ça, c'est le constat que vous posez sur la table dans votre rapport en synthèse. Mmh. Comment on fait pour lutter contre ça? Quelles sont les réflexions, les pistes de réflexion ou à défaut de solutions, parce qu'on ne transforme pas une industrie installée depuis des dizaines et des dizaines d'années en un rapport, comment on fait pour faire évoluer ces pratiques-là? Le premier pari de la méthodologie d'InsideTrack, c'est de dire que en posant ça publiquement, en expliquant ce qui se passe, ça va pousser les acteurs à changer les choses. Peut-être qu'il y aura une forme de honte, peut-être ça va augmenter l'insatisfaction des salariés, des cadres pour pousser dans ce sens-là. C'est des choses qu'on a vues, notamment au Royaume-Uni, sur certains secteurs se mettre en place. Sur cette question-là, aujourd'hui, c'est notre objectif premier, c'est de susciter la réflexion au sein de l'ensemble des acteurs de la filière autour de ce sujet. Mais on a aussi des recommandations un peu plus législatives, et en parlant aux parlementaires, parce qu'on a clairement la conviction qu'on est sur un secteur extrêmement concurrentiel. Je vous disais tout à l'heure, on a plusieurs et beaucoup de grandes enseignes. On a certainement trop de mètres carrés de vente en France, ce qui engendre un système très concurrentiel et où, cette culture étant installée, de la recherche au prix bas, ainsi de suite, c'est très dur d'en sortir. On a des exemples de magasins qui ont par exemple essayé de supprimer les tomates en hiver. On sait que c'est une aberration d'un point de vue environnemental, mais quand on supprime les tomates en hiver, on perd pas le chiffre d'affaires des tomates. On perd énormément d'entrées en magasin parce que les gens vont chez le concurrent qui continue de faire de la tomate. Donc voilà, on n'est pas du tout naïf par rapport à ça. Et donc, on en appelle aussi aux parlementaires, aux législateurs pour dire régulez-nous. Ce sont des choses qui doivent être faites pour tout le monde. C'est les règles qui doivent changer pour tout le monde en même temps parce que l'initiative individuelle des acteurs sera certainement trop faible pour pouvoir faire avancer les choses. Donc là, l'idée, c'est de dire quoi par la régulation? C'est de dire on interdit aux distributeurs de vendre des tomates durant l'hiver?
Ça, c'est des questions qui doivent être réfléchies. Mais nous, à minima, sur cette régulation, on pense que la guerre des prix bas, si elle doit continuer, en tout cas la guerre des prix que vont se faire les enseignes entre elles, elle pourrait se faire déjà sur des produits plus sains. On pourrait envisager d'avoir des paniers de légumes qui sont vendus à prix coûtant ou autres, ou de légumes bio, et engendrer déjà faciliter le changement des comportements alimentaires, d'aller vers des choses d'un point de vue sanitaire beaucoup plus intéressantes autour de ces produits-là. On pense aussi que une des premières choses qui doit changer, c'est la transparence dans la façon dont sont faites les marges pour indiquer quel coût ou quelle part revient, hein, quand on achète un produit, à l'agriculture, et notamment quelle part revient aussi, hein, au monde agricole et agroalimentaire français, indiquer la provenance, pour permettre de donner plus de confiance dans les produits, et notamment peut-être plus de confiance aussi dans le fait de payer un peu plus cher, un peu mieux, hein, les producteurs qui sont derrière, parce que on sait que ça peut faire peur. Cette recherche du prix bas, c'est aussi une recherche de pas donner de l'argent à des gens qui en ont énormément, mais il n'y a pas forcément d'envie de tuer le producteur qui est à côté de chez soi, et de payer un prix juste. Et donc on pense que pouvoir faire avancer cette transition agroécologique, ça passe par plus de transparence, et on a un outil pour ça. D'un point de vue réglementaire en France, c'est l'Observatoire des prix et des marges, qui fait un travail nécessaire mais insuffisant encore aujourd'hui pour montrer où va l'argent. Il n'arrive pas encore à suivre des produits, et ainsi de suite, et on pense qu'il faudrait renforcer toute cette transparence sur la construction des prix, quitte à afficher, hein, sur chaque produit qu'est-ce qui revient à la part du producteur, à l'agroalimentaire, et ainsi de suite, pour donner plus de confiance dans les produits. Après le Nutri-Score, il faudrait le Value Score en quelque sorte, c'est-à-dire que savoir sur chacun des produits comment la valeur est partagée. Oui, c'est ça. C'est ça, ce serait un objectif. C'est intéressant ce que tu dis, et je peux pas m'empêcher de penser à des initiatives qui vont dans le même sens, mais qui suivent peut-être un chemin différent, et j'aimerais avoir ton point de vue. On a parlé de nutrition, on a parlé de répartition de la valeur, de la rémunération juste des producteurs. Il y a 2 initiatives. Il y en a une que je t'ai partagée déjà quand on a préparé cet enregistrement, qui est celle de C'est qui le patron ? Tout à fait. Qui est partie de l'inverse, c'est-à-dire d'abord du consommateur, en disant alors pour cette brique de lait, t'es prêt à payer combien pour que le producteur ait bien la rémunération qui est juste pour lui. Donc maintenant, il y a besoin de l'expliquer. C'est qui le patron ? Je crois que c'est bien rentré dans les mœurs, et c'est connu. Et l'autre, donc ça, c'est pour la répartition de la valeur. L'autre initiative, elle est sur la nutrition, et je parlais du Nutri-Score, mais il y a Yuka qui a fait bouger les industriels dans un certain nombre de cas sur la composition de leurs produits, parce que mal notés sur Yuka, ils voyaient les ventes qui commençaient à baisser. Voilà, deux exemples d'initiatives qui, je pense, vont dans la même direction que la tienne, mais qui s'y prennent, alors c'est séparément, autrement. C'est 2 exemples d'initiatives qui vont dans le sens de plus de transparence. L'une sur la qualité des produits, parce que le Nutri-Score ne dit pas tout, et Yuka permet d'intégrer plus de données par rapport notamment aux questions de santé et aux questions de production. Et c'est qui le patron sur cette question de à minima, qu'est-ce qui revient au producteur au final. Le succès de ces 2 initiatives, hein, aujourd'hui on peut parler comme ça, montre l'envie d'en savoir plus et de consommer de façon informée de la part de l'ensemble des consommateurs et des consommatrices, et illustre ce que je disais tout à l'heure, quand on disait personne n'a envie de mettre la corde autour du cou du paysan, hein, de celui qui produit du lait à côté de chez lui. Non, on a envie de payer un prix qui est juste. Bien sûr, il y a quelques consommateurs pour lesquels c'est très compliqué, mais globalement, hein, la majorité est prête
à payer un petit peu plus cher à partir du moment où elle sait où va l'argent, où cette confiance, elle est construite. Et donc, c'est aujourd'hui notre principale revendication, plus de transparence sur la répartition de la valeur quand on achète des produits. Et s'il y avait un peu plus de transparence, ce que Yuka propose sur la façon dont le produit va être pertinent ou pas pour notre santé, on prend aussi. Bien sûr, le rapport que vous avez établi, vous avez une action de communication. C'est pour ça aussi qu'on se retrouve aujourd'hui à en parler derrière le micro des Digital Doers. Il y a une communication dans la presse. Tu parlais du Sénat, t'as été au Sénat. C'est quoi le reste des actions qui sont menées pour justement sensibiliser les parlementaires, puisque je crois que c'est à eux que vous voulez vous adresser en premier. Alors, il se trouve que le rapport, là, parle aux parlementaires notamment, mais en premier lieu, on essaye avant tout et on est très content d'être dans ce podcast pour pouvoir parler aussi à l'ensemble du monde des professionnels et dire aujourd'hui, nous, on souhaite poser le débat, utilisez-le autour de la machine à café, dans vos réunions et autres. Utilisez ce rapport pour discuter de ces choses-là et voir ce qui est possible de faire chez vous, un peu partout, sans attendre le parlementaire. Il se trouve que ce rapport arrive dans une actualité parlementaire d'autant plus assez forte avec le rapport du Sénat et avec la loi d'urgence agricole. Donc, on a aussi des échanges de ce côté-là, avec des choses à faire pas forcément encore évidentes. C'est assez compliqué de traduire. On le voit, hein, les lois Egalim sont de l'avis de beaucoup par rapport à ce qu'on veut défendre nous dans le rapport, hein, de la course au prix plus bas et de ses impacts notamment sur la production agricole, sont plutôt bien faites, mais c'est beaucoup leur application qui pêche aujourd'hui. Leur application, de par les contournements qui sont mis en place, de par le peu de contrôle qu'il va y avoir. Donc, on souhaite trouver des bonnes formules pour permettre de continuer à avancer dans cette direction et à faire en sorte que on puisse garder l'esprit de la négociation, mais avec quelque chose d'équilibré et où tout le monde peut vivre correctement. Écoute Mathieu, merci beaucoup. Ça fait bientôt 1 heure qu'on est en train d'enregistrer. Est-ce que tu as l'impression qu'il faut ajouter quelque chose par rapport au message que tu veux porter et par rapport à l'échange qu'on a eu? Et merci également pour l'invitation. Peut-être simplement redire, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte que l'ensemble de ce système devienne soutenable et que aujourd'hui, toutes les opérations qui pourront être faites pour mettre au débat ces questions nous paraissent pertinentes et à impulser. Bon, écoute, merci beaucoup Mathieu. Si on veut en savoir plus sur Inside Track, comment on fait? On a une page LinkedIn qui va reprendre nos actualités, la façon dont on porte ce rapport, et puis sur le site internet, notre rapport qui est téléchargeable. Et toi, Mathieu, si on veut rentrer en contact avec toi, c'est LinkedIn, c'est quoi le mieux? LinkedIn sera le plus simple, oui, également. Et si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours passer par moi. Je me ferai un plaisir de transmettre votre message directement à Mathieu. Chers auditeurs, merci beaucoup pour la confiance et la régularité avec laquelle vous écoutez les Digital Doers. Je vous le rappelle, vous pouvez suivre sur toutes les plateformes d'écoute, bien sûr, tous les épisodes, mais également, vous pouvez vous abonner à la newsletter qui est la revue de presse hebdo chaque vendredi diffusée sur LinkedIn. Vous pouvez retrouver l'abonnement sur le site lesdigitaldoers.com. Il y a une version audio tous les vendredis qui vous permet de découvrir la synthèse de l'actualité de la semaine. Merci encore pour votre fidélité. Mathieu, merci. Un petit clin d'œil à Estelle qui est à côté de nous, grâce à qui on a pu enregistrer cette émission. Merci Mathieu, à très bientôt. Merci.